Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints ce soir pour un live qui va nous mettre en jambes pour ce week-end que nous allons assister à la dernière manche du championnat WEC ce week-end à Bahreïn. Et pour ce faire, j'ai un très bon conseiller à côté de moi. Bonsoir Laurent Mercier. Salut Alban. Comment ça va? Écoute, ça va, tranquille. Prêt pour la dernière course, la dernière course mondiale européenne de l'année? Écoute, ouais, prêt. Parce qu'après, il nous Une restera semaine. l'IMSA Hmm. et après l'IMSA, il y aura peut-être encore une manche de GT américain, il me semble. Et je crois qu'on aura fini la saison. On attaquera Non, sur les MS. écoute, après l'IMSA, je crois que c'est fini. Ouais. Donc au programme, on va aborder l'hypercar, Toyota qui est champion. En deuxième sujet, on va voir les MP2, WRT qui sont très très forts. Le troisième sujet, le GTE Pro Porsche versus Ferrari. Où là, on va glisser après sur le 5 avec une BOP. En 4, François Perraudot qui se rapproche du titre en GTE AM. En 5, la BOP. Là, on va développer. Il y a moyen, il y a matière. Un petit peu d'ActiWeek parce que ça a bien bougé ces derniers jours. Et on conclura sur le petit feuilleton Ligier versus Duquesne en ELMS et en Le Mans Cup. Ça te va, Laurent? C'est toi le boss. C'est toi mon consultant, alors on en profite. Vas-y, Vu que vas-y. c'est avéré. Bon, Laurent, on n'a pas de surprise. On a su que Toyota allait être champion. Ils ont été champions une manche avant. Premier champion hypercar. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut en débriefer? Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Rien. Rien. Non, mais pas de surprise. Qu'est-ce que tu veux en dire de plus? Alpine a fait ce qu'il fallait, mais si tu veux, tout le monde part pas forcément à armes égales encore avec une BOP, avec une ancienne voiture, une nouvelle voiture. Donc, si tu veux, Toyota a gagné toutes les courses. Maintenant, reste à savoir si ça va être la 7 ou la 8. Et pour le reste, Alpine est troisième et Glickenhaus n'est pas là. Bon, Laurent, on va développer un petit peu sur Toyota. Toyota, à l'heure actuelle, des trois hypercars, c'est un constructeur. Donc, si on lit entre les lignes, il sera un petit peu avantagé par la CO. Quiz, quand les autres vont arriver. Est-ce qu'ils auront toujours cette figure de favori? Le problème, c'est qu'après, t'auras plus deux constructeurs, enfin, comme il y a à Bahreïn entre Toyota et Alpine. Après, tu en auras beaucoup plus. Et en plus, tu vas avoir l'arrivée des LMDH qui va en plus rajouter encore un peu de piment en 2023 et 2024. Donc, je pense que ça va pas être simple et je pense que ça va être nettement plus compliqué pour Toyota. Alors, ok, Toyota est arrivé avant, mais là, tu t'adresses quand même à des constructeurs qui sont un peu plus affûtés que pouvaient l'être notamment du temps du LMP1 by Coles, par exemple. Là, tu vas avoir quand même des constructeurs de tout premier plan, donc je pense que ça va être nettement plus compliqué, et que là, ça va être assez rude. Ferrari, Peugeot vont arriver affûtés ou ça va se gommer au milieu du championnat? Début de championnat un petit peu plus tumultueux ou ils vont se chercher puis après ils vont. On n'a toujours pas fait 1 kilomètre avec les voitures, donc on va attendre un peu. Je sais que pour Peugeot, ça devrait pas tarder. Pour Ferrari, ça va demander un peu plus de temps. Écoute, tu as quand même affaire à des constructeurs de premier plan, donc reste à savoir déjà pour Peugeot si Peugeot sera au 24 heures du Mans en 2022. C'était oui, après c'était non, après c'était oui, maintenant c'est plutôt peut-être. Et pour Ferrari, ce sera 2023. Mais maintenant, tout le monde va être un peu. Je pense tu souhaites qu'on en reparle après, un petit peu après, mais tout le monde va être un peu sous le joug de la balance de performance. Et c'est là où ça risque de grincer des dents, je pense. Parce que forcément, la balance de performance, celui qui gagne pas n'est jamais content. Donc, ça risque de parler. Ouais. Donc 2022, est-ce qu'on va encore assister à une domination sans partage de Toyota ou on peut espérer que Glickenhaus et Alpine essayent d'en choper une? À la régulière, ça va être compliqué, je Ouais, pense. ça va être Si t'as compliqué. pas de problème, si t'as pas de problème, alors d'une Toyota, comme tu l'as dit, c'est un constructeur qui a l'expérience, qui met les moyens, et donc qui est devant Alpine, qui a une LMP1, on va dire, qui a été rebadgée hypercar, où on a une balance de performance qui n'était pas prévue à l'origine, à la base, pour cette voiture de cette façon-là, au niveau du poids notamment. Quant à Glickenhaus, écoute, les deux voitures, elles sont reparties aux États-Unis. Notre ami Jim Glickenhaus nous a fondu une déclaration qui était un peu qui pouvait laisser penser que si jamais c'était pas mieux, je suis pas persuadé qu'on le revoie.
Bon, après, ça, c'est mon avis perso, mais je pense que si on le revoit l'année prochaine, ce sera avec une seule voiture. Mais il reste à savoir après quel BOP on va lui donner. Est-ce qu'il va revenir? Lui, il a envie de revenir au Mans. Je pense que la seule target qu'il a pour faire un bon résultat, c'est 2022. Je pense que 2023, avec tous les autres constructeurs d'envergure de premier plan qui vont arriver, ça va être nettement plus compliqué. Et donc, bon, on va voir. C'est une voiture qui a pas fait beaucoup de courses pour l'instant, hein, qui a pas fait une saison complète, qui a fait Portimao, Monza, Le Mans, donc ce qui est quand même très très léger. Et on va voir. Maintenant, les deux voitures sont aux États-Unis, donc c'est des voitures qui sont en plus engagées, enfin, qui sont soutenues techniquement par une équipe italienne avec l'aide de le renfort un petit peu de Jost en Allemagne. Et les voitures sont aux États-Unis. Donc, quand tu sais qu'il faut rouler, rouler, rouler. C'est une voiture qui a beaucoup roulé en essai, mais sur un tracé de Vallelunga qui n'est pas forcément le tracé le plus adapté pour ce type de prototype. Donc, bon, ça me semble un peu l'horizon, disons, mais pas forcément bleu pour Glickenhaus pour l'instant. En sachant qu'ils ont fait une bonne marge de progression depuis Monza. Hein. Les 6 heures de Monza, on les a vus. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Bon, Laurent, on a fait le tour des hypercars. 3. On peut pas dire mieux. Alpine, quand même, hein, c'est une petite victoire, peut être sympa. Bah, il y a une pole quand même. Hein. Ouais. Il y a une pole. Maintenant, la victoire, je te dis, à la régulière, la victoire, s'il faut que tu mettes du carburant plus souvent que les autres, tu as beau vouloir la victoire, c'est pas forcément facile. Donc, s'il reste encore une saison à Alpine, puisque la saison prochaine, ce sera la même voiture, en 2023, on ne sait pas, même s'il y a, je pense, la possibilité que ce soit une LMP2 dans l'attente de la vraie Alpine LMDH. Tu pourras avoir un bis repetita de 2021 en 2022. Voilà. En attendant la grande messe en 2023 et 2024. Exactement. Voilà. Bon, Laurent, LMP2, un vent de fraîcheur quand même. WRT, personne ne les attendait. Et là, hop. Alors, je ne serais pas forcément d'accord sur le fait que personne ne les attendait. Les gens qui suivent le GT3 de près, notamment les championnats SRO évidemment, ou est WRT, ce qui est mon cas, savaient forcément que WRT serait au rendez-vous. Quand tu vois la qualité de l'équipe technique, la qualité des équipages qui a été montée l'hiver dernier par Vincent, on s'attendait à ce que ce soit devant. Maintenant, ça prouve une chose, c'est que déjà d'une, contrairement à ce que fait WRT d'habitude en GT3 où il y a une BOP, là il n'y a pas de BOP en P2 parce que tout le monde a le même châssis. Donc là au moins, tout le monde a le même châssis, tout le monde a le même moteur, tout le monde a les mêmes pneumatiques. Donc ce qui change, c'est les pilotes et le travail de l'équipe. Et on voit que WRT match et même devant les équipes LMP2 qui sont là depuis belle lurette. Alors je ne parle pas du LMP2 Pro-Am parce que là tu as un bronze dans l'équipage, donc c'est un petit peu différent. Mais que les équipes de pointe, notamment Jota, qui est là quand même depuis pas mal d'années, qui connaît la catégorie et qui est très bon, hein, c'est un très bon team. Maintenant, WRT, qui est une équipe habituée à rouler en GT3, bah forcément, je pense que ça doit titiller un peu les autres. Et je suis persuadé à 1000% que si tu mets les équipes de pointe GT3, comme peuvent être AK, SP, Saint-Eloc, toutes ces équipes où tu les mets en LMP2, si tu mets un bon équipage, je suis sûr que ça gagnera de la même façon. Je pense que pendant trop longtemps, on a sous-estimé les équipes GT3 en les prenant pour de la deuxième division parce que c'était en dessous le GTE. Je pense que les gens qui ne connaissent pas de GT3 ou qui ne le suivent pas de près n'ont pas conscience en fait du niveau qui est demandé en GT3, de la compétitivité entre les différentes marques, les différentes équipes et tout. Et WRT a mis une petite, enfin, faut pas avoir peur de le dire, a mis une petite fessée à tout le monde et ça a remis un petit peu les pendules à l'heure. C'est pour ça que je te disais un vent de fraîcheur parce que personne ne les attendait, pardon. Et là, il se passe devant Jota, United qui était c'était la référence à l'époque. Et là, ils arrivent, je dirais presque, comme on dit les Romains, Veni, Vini, Vinci. On n'en est pas loin. Ouais, mais WRT a mis les moyens, je te dis, dans l'équipe, dans le travail, dans les pilotes. Il suffit de connaître un peu les gens qui travaillent là-bas pour savoir que WRT, c'est du lourd, c'est du haut niveau et qu'il fallait pas du tout sous-estimer WRT, que ça aurait très bien pu faire 1 et 2 au Mans, sans le problème que tout le monde connaît. Non, il y a du lourd et je pense que Vincent prépare la saison prochaine. Normalement, il y aura deux voitures en WEC.
Mhm. L'OLMS, on ne sait pas. Puis il y aura évidemment du GT World Challenge. Et je pense que les équipages que Vincent est en train de monter en WEC seront du même calibre que les équipages 2021. Exactement. Tu sais, tu parlais des GT3, il y a Saint-Éloque qui s'y sont mis. Ouais, c'est Après oui, qui est venu Portimao, ils avaient une en LMP3. LMP3. Ouais, en LMP3. Ils ont fait cinquième en GT3, en LMP3, pardon, cinquième. Ce qui est bien pour un début, avec en plus Fabien Michal qui découvrait la voiture et Lucas Légeret qui a vraiment bien roulé. Et je pense que si tu mets Saint-Éloque en LMP2, que ça ira très vite aussi. Et il faut surtout pas. Et si tu mets AKSP, c'est la même chose. Et tu as, d'autres équipes. Hein. Je te prends celle-ci, tu peux mettre GPX avec ART, ce sera pareil. Enfin, toutes ces équipes de pointe qui jouent le haut de tableau en GT3 chaque week-end. Faut pas les sous-estimer. Tu prends HRT, ce sera la même chose. Enfin, toutes ces Ouais, équipes-là, il y a quoi. Rinaldi aussi qui sont. Ils sont le Mancup avec un proto. Ouais, alors Rinaldi, c'est un peu différent en GT parce que Rinaldi est pas en pro. Rinaldi fait plutôt du pro-am, voire de temps en temps du silver ou du ham même. Donc, bon, tu vois, Rinaldi a fait Le Mans cette année, ce qui est très bien, mais c'était pas un équipage pour jouer la gagne comme a pu monter WRT. Hum. Alors, champion ou pas champion? Est-ce que Jota va faire une technique de stratégie avec deux voitures, une pour bloquer, une pour passer, ou ça reste ouvert? Ah, ça reste ouvert, mais écoute, WRT déjà champion ELMS. Ils ont Exact. gagné Le Mans. Si en plus ils rajoutent la couronne mondiale dès la première année, écoute, après les bons résultats aussi en GT3, même s'il n'y a pas eu la victoire aux 24 heures de Spa, il restera d'ailleurs, on a oublié tout à l'heure en parlant de la saison, il y a Calami aussi en mois de décembre avec la finale intercontinentale GT Challenge, où Exact. sera WRT d'ailleurs, et où Saint-Éloque va jouer le titre. Donc, ouais, je pense que WRT a les cartes en main. Maintenant, du côté de chez Jota, c'est aussi solide. Ouais. Laurent, vu qu'on est en LMP2, on va rester dans le sujet LMP2. Est-ce que pour un team, maintenant, à l'heure actuelle, est-ce judicieux d'intégrer le LMP2 maintenant? Sachant que dans 2 ans, peut-être les places seront limitées, voire difficiles d'accès. Limité en En quoi, tu WEC. veux dire? En WEC. Bah, de toute façon, si tu veux, si tu es une équipe débutante et que tu vises le LMDH, ce qui est le cas de WRT, hein, c'est un secret pour personne avec Audi, ou ce qui est le cas de Penske, par exemple, avec Porsche, la meilleure école, c'est le LMP2. Tu viens de former en prototype. Alors, Penske, c'est un peu différent, parce que Penske a déjà l'habitude du proto. Par contre, Penske n'a pas l'habitude du WEC et n'a pas l'habitude du Mans, ce que n'avait pas WRT avant. Donc, je pense que tu as de plus en plus d'équipes. Et si on a vu Saint-Éloque, à mon avis, en LMP3, c'est pas par hasard non plus. Donc, je pense que tu as des équipes qui visent le LMP2 encore une année, dans l'attente après d'arriver en LMDH en 2023, voire en 2024. Un Donc, petit c'est la tremplin. meilleure école. C'est Ouais. la meilleure école, si tu veux. Mais je pense qu'il y a un comité endurance qui sélectionne les équipes pour le WEC, qui, jusqu'à présent, allez, on va être gentil, ils n'ont pas eu trop de travail parce qu'ils ont pris un peu tous ceux qui venaient en WEC. Par contre, je pense que pour l'année prochaine, il y aura vraiment du travail pour choisir les équipes parce que je pense que ce sera carrément sold out pour le WEC. Et qu'il y a des équipes qui basculeront forcément en ELMS parce qu'avec un calendrier qui est quand même nettement plus, entre guillemets, européanisé, donc qui coûte moins cher que le WEC des années passées, forcément, les équipes, tu as la certitude d'aller au Mans si tu fais le WEC. Tu as une visibilité qui est un petit peu différente parce que bah, c'est quand même le WEC, tu commences à Sebring, tu vois, tu as Le Mans, enfin, tu as plein de trucs quand même de premier plan. Donc, je pense que tu as de plus en plus d'équipes enfin, pour discuter, moi, avec pas mal d'équipes ces dernières semaines, c'est carrément la piste WEC qui est privilégiée pour tout le monde. Maintenant, tout le monde n'ira pas en WEC. Exact. Exact. Allez, 2022, 2023, je sais que t'es pas la boule de cristal, t'aimes bien nous le dire. On va avoir une réduction drastique des LMP2 dans le futur ou pas, par rapport à l'arrivée LMDH. Je connais Bah, Solskjaer. t'as quand même une année de plus en termes d'homologation des voitures. Exact. Donc, tu vois, mais le LMP2, si tu en discutes avec les gens de chez Eureka, pour eux, il y a pas, pour l'instant, il y a pas de crise à ce niveau-là. Et, tu vois, ils livrent encore des châssis. AF Corse va faire rouler deux voitures, une en WEC, une en ELMS l'année prochaine. Il y a Prema Power Team qui va arriver avec Iron Lynx, donc qui va rouler aussi en P2. Donc, il y a encore des P2. Et je te dis, toutes ces équipes-là visent le LMDH. Mais maintenant, c'est la même chose. Tout le monde n'ira pas au LMDH. Déjà, parce que je pense que
je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont, je ne vais pas dire rêveurs, mais qui pensent que le LMDH, c'est juste du LMP2+. Bon, l'avenir nous dira si c'est le cas, mais je pense que ça coûtera plus cher, ce sera forcément plus compliqué à mettre en place. Et tu as quand même beaucoup d'équipes qui ont du mal à boucler les budgets en LMP2. Donc de là, en LMDH, pour l'instant, on n'a pas vraiment de prix officiel de voiture. Bon, il y a des bruits qui fuitent, mais il n'y a pas de prix officiel qui a vraiment été donné. Mais je pense que LMDH, c'est bien, mais ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Tu vois, au début là, du chapitre P2, tu parlais que WRT est passé du GT3. Tu en as deux qui ont boité le pas, donc qui vont les imiter. Tu as Ive Corse, comme tu l'as dit, Iron Lynx. Alors oui, alors AF Corset, c'est un peu différent parce qu'AF Corset a déjà fait rouler des P2 dans le passé. AF Corset avait le soutien technique d'SMP en P2 et avait aussi du temps des Oreca 03 et avait aussi le soutien technique de Cetilar quand il y avait la Dallara. Par contre, pour Iron Lynx, c'est nouveau, mais Iron Lynx, il y a Prema Power Team qui est derrière, qui est quand même un bon team de monoplace. Donc, bon, quand tu es, au top en monoplace, normalement, je pense que ça ne devrait pas poser trop de soucis. Et je pense qu'en plus, du côté de chez Iron Lynx, on a un gros avantage, c'est qu'au niveau finance, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Bon, Ouais. Laurent, on passe au GTE. On a fini le Ouais. P2 ou tu vois une autre chose à rajouter? Écoute, non. Alors, si, enfin, on peut juste rajouter, je pense qu'il y a, enfin, tu vois, tout le monde se plaint un peu que c'est monotype parce que tu n'as qu'un seul châssis, tu n'as que des Oreca. Alors, oui, ok, il n'y a que des Oreca, ça c'est vrai. D'un autre côté, tu vois le travail des équipes et des pilotes. Est-ce qu'on a des performances suivant les circuits assez proches des LMH? Ouais, puis c'est surtout que les équipes LMP2 entre elles, tu vois les équipes qui sont vraiment devant, tu vois le travail, ce qui n'est pas forcément le cas dans une catégorie où il y a une BOP. Exact. Exact. Bon, Lolo, GT Pro, E-Pro, pardon, GTE Pro, Porsche Ferrari. Qui gagne? Porsche a un point d'avance. Réponse en fin de semaine. Bon, on a vu une Porsche pimpante, parce qu'il n'y avait pas la BOP. On a vu une Ferrari légèrement, allez, on va dire légèrement 2K, parce qu'ils ont peut-être pas joué aussi franc jeu. Est-ce qu'ils ont un petit peu allez, fait les pleureuses en disant qu'ils avançaient pas, que pour faire changer la BOP? Est-ce que c'est possible ça? Tout est possible. Tout est possible et envisageable. Tout est possible. La Bob, c'est une histoire politique. Faut être politique. Ouais, c'est un peu compliqué. Alors, évidemment, les pros Ferrari vont te dire que c'est un scandale. Et, les pros Porsche vont te dire que quand Porsche est désavantagé, personne ne dit rien. Ce qui est un peu vrai. Je veux dire, quand Porsche est à 2 secondes au Mans, comme c'était le cas il y a quelques années, personne ne disait rien. Et là, Ferrari se plaint de la BOP, tout le monde crie au scandale. Il y a deux politiques un peu différentes. Déjà, chez Porsche, tu n'entendras jamais parler de BOP, aussi bien au niveau des pilotes que de l'encadrement, alors que chez Ferrari, le week-end dernier, ça a été longuement débattu, et même dans les communiqués de presse officiels. Donc, bon, voilà. Donc, on a récupéré un petit peu la BOP qu'il y avait à Monza, parce que c'est une BOP automatique. Et là, du côté de la CO et de la FIA, on est sorti de cette BOP automatique pour pénaliser un petit peu Ferrari lors de la dernière manche. Donc là, on est un peu plus rentré dans les clous en revenant comme à Monza. Maintenant, la question qu'il faut peut-être se poser, c'est ce que moi je posais un peu comme question dans un article, c'est que pourquoi la FIA et la CO n'ont pas communiqué sur le sujet d'un rééquilibrage de BOP. Donc s'il y a un rééquilibrage de BOP, la CO et la FIA, ils n'ont pas pris cette décision comme ça pour le fun. Il y a forcément quelque chose. Donc bon, il y a des bruits qui courent à droite à gauche, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais voilà, maintenant on revient à une BOP et que le meilleur gagne. Le point de la pole position vaut cher aussi. Le point, la pole position vaut cher. Ouais. Dans le décompte final, on peut être surpris à cause de ça, hein. Tiens, Laurent, Ouais, non, mais c'est cher. on a un petit live interactif, donc maintenant on va prendre quelques questions. Tu parlais du fonctionnement d'un team en termes d'argent. On a une question qui nous dit, Monsieur MP, bonjour, comment fonctionne le modèle économique d'un team? Est-ce que tu peux nous développer 2-3 minutes sur le modèle économique d'un team? Alors, ça dépend pour quelle catégorie. Celle que tu maîtrises le mieux, comme ça on arrivera mieux à comprendre. Il n'y a pas, bon, déjà, l'hypercar, c'est réservé aux constructeurs, donc ça, le problème est réglé, c'est le constructeur qui paye.
en grande partie. Après, en P2, le problème, c'est qu'au fil du temps, on a de moins en moins d'équipes de course comme on avait il y a 15 ans ou 20 ans. On a beaucoup d'équipes maintenant qui tiennent via un mécène, on va dire. Parce que toutes les équipes P2 enfin, pas toutes, la plupart des équipes P2 ont un vrai gentleman, notamment en P2 Pro-Am, donc qui amène une partie du budget et qui paye aussi pour ses deux coéquipiers. Donc c'est un peu lui qui amène le budget. Je veux dire, si tu prends le cas de Racing Team Nederland avec Fritz Van Eerd, c'est Fritz Van Eerd qui paye pour lui, pour Guido van der Garde et pour Job van Wittert. Donc c'est lui qui paye le programme. Donc quand on parle de payer un programme, on parle de 3,5 millions. OK. Donc après, évidemment, l'équipe a des partenaires aussi. Hein. Il y a des partenaires, il y a des sponsors donc, qui investissent aussi. Maintenant, la plupart des équipes en proto, c'est un peu ça. Les équipes GT, c'est un peu la même chose parce que, sauf en pro, où là, tu as l'aide du constructeur, comme c'est le cas avec, alors si je prends le cas du GT3 avec Mercedes, par exemple, et Audi, ou qui peuvent prêter des pilotes officiels, mais charge à l'équipe de trouver le budget. Et d'une façon ou d'une autre, mis à part la catégorie hypercar, qu'on aura en 2020, allez, on va dire 2023, c'est aux équipes de trouver un budget. Je veux dire, même si Vincent, chez WRT, veut faire rouler des Audi en LMDH, avec le soutien d'Audi certainement, comme il a en GT, il va falloir que Vincent il trouve une partie du budget. Audi ne va pas mettre tout le budget. Tu vois, donc l'équipe, elle a un budget de fonctionnement qui monte forcément chaque année parce que tout augmente, hein, c'est comme le coût de la vie. Bien sûr. Et il faut trouver des partenaires, il faut trouver des pilotes qui payent. C'est fini le temps où tout le monde était payé. Je veux dire, si tu prends la proportion de pilotes qui sont payés dans la paddock, c'est infime. La plupart des pilotes payent. Et quand on dit que la plupart des pilotes payent, c'est que la plupart des pilotes payent beaucoup d'argent. Et là, je te dis, quand tu es vrai gentleman, si tu es à haut niveau, tu payes pour toi et pour les deux autres. Exactement. Alors, du coup, tiens, sur un budget, tout à l'heure, tu nous sortais 3 millions. Est-ce qu'on peut, à l'intérieur de ces 3 millions, décortiquer ce que l'on trouve dans cette manne financière? On a du développement, on a une allocation. Du développement, tu as des essais, tu n'as pas forcément de développement en lui-même parce que tu as une voiture qui est figée quand même, tu ne fais pas de développement entre les courses. Mais si tu prends le cas du P2, bah, tu as des frais d'engagement qui sont quand même chers. C'est le cas en hypercar aussi parce que c'est un championnat FIA, donc le ticket d'entrée il est quand même très cher. Donc tu as évidemment le coût du personnel, tu as le coût des pièces, tu as le moteur, tu as les pneumatiques, tu as le carburant. Il faut savoir qu'un litre de carburant, c'est pas 1,50 € comme on peut l'avoir nous. On est à 5 € le litre de carburant. Ce qui, après, je sais bien qu'il faut que tout le monde gagne sa vie. Ce qui, pour moi, est totalement surréaliste, alors que la plupart des voitures de course, maintenant, pourraient rouler au super samplon du commerce. Exact. Et que tu factures ça 5 €. Et que dans certains championnats, tu peux même pas t'en servir sur la course d'après. C'est un non-sens total. Quand on parle d'écologie et de sustainability, et ouais, ok, super. Et on te fait payer le carburant à 5 €. Ouais. Donc ça, c'est un vrai coût. Le coût d'entretien, et je te dis, tous les déplacements, surtout quand tu as un championnat qui navigue un peu autour de la Terre, ce qui est moins le cas maintenant avec le Covid, évidemment. Mais ouais, il faut que tu comptes minimum 3,5 millions. Ouais. D'accord. Ok. Alors, il y en a qui posent des questions dans le chat. Est-ce qu'une LMP2 peut devenir une LMDH? Alors, une LMDH, non, parce qu'une LMDH, c'est bien une LMDH. Maintenant, la base, ce qu'on appelle la colonne vertébrale d'une LMDH, c'est forcément un châssis LMP2, donc qui sera l'un des châssis qui a été retenu par la FIA et la CO. Hein. Donc, avec soit un châssis Ligier, soit un châssis Eureka, soit un châssis Dallara, soit un châssis Multimatic. Et autour de ce châssis-là, tu mettras un système hybride qui sera commun à tout le monde. Et tu vas changer le moteur qui sera un moteur propre de la marque et la carrosserie qui va rappeler un peu comme un peu le DPI en ce moment, qui rappellera un peu la marque. Le nouveau LMP2, normalement, ce sera un châssis, même chose, Dallara, Ligier, Oreca, Multimatic. Alors après, moi, j'avais émis l'hypothèse, mais ça, c'était une hypothèse plutôt personnelle. Je me dis, pourquoi tu ne prendrais pas du LMDH, tu enlèves le système hybride. Et ça te fait le nouveau LMP2. Exact. Mais pas le problème, mais là, évidemment, je pense que les constructeurs LMP2 ne sont pas forcément d'accord parce que là, tu rouleras avec une Porsche, une Audi et tu rouleras plus avec une Ligier ou une Oreca ou une Dallara ou une Multimatic. Donc, je pense que ça, c'est certainement pas fait, mais ça peut être une option parce qu'après, tu as certainement des gentleman drivers qui, eux, pourront pas rouler en LMDH.
pourrait acheter une LMP2, mais qui serait une Porsche, une Ferrari, par exemple, si c'était une hypercar. Mais bon, je pense que Ferrari, je suis pas sûr que Ferrari vende des voitures pour l'instant dès le début, mais ça peut être une Audi. Si Lamborghini vient, ça peut être une Lamborghini, ça peut être une Acura, ça peut être une BM. Bon, donc ça fait partie des possibilités, pourquoi pas. Ok. Bon, je pense qu'on a répondu à la question. Laurent, dernière catégorie, on a notre François Perraudot, national, qui Ouais. pourrait faire la passe de 2, un bis repetita. Parce que l'année Avant de dernière, retourner en P2. avant de retourner en P2 avec AF Corse, il prend son équipage d'ailleurs, à Ouais. souligner. Donc, eux aussi, on leur donne une grosse cote en P2 l'année prochaine? Ah oui, 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 je pense que François, la dernière fois qu'il a fait du P2, c'était Le Mans, il est monté sur le podium avec TDS. Donc là, avec Niklas Nielsen et Alessio Rovera, alors évidemment, eux deux, par contre, vont débuter en proto, donc ça va être un peu différent. Mais je pense que si Ferrari les place aussi en LMP2, je pense qu'ils ont forcément à un moment une idée derrière la tête pour le futur. Maintenant, je pense qu'en P2 Pro-Am, ça peut faire quelque chose de pas mal. Ouais. Puis ça peut être bien parce que si Racing Team Nederland et Real Team et Dragon Speed poursuivent dans cette direction-là, tu peux avoir une catégorie LMP2 Pro-Am qui peut s'avérer sympa. Ouais. Ouais, on peut peut-être voir d'autres, genre Cool Racing, qui peuvent revenir. Parce que cette année, ils ont été absents. Je pense pas. Non? Je, D'accord. je pense plutôt à l'ELMS, mais bon, après peut-être, hein, pourquoi pas. Hein. Je sais pas s'ils ont pas, ça n'a pas été annoncé officiellement, mais bon, ouais. Je pense que par contre en GTEAM, bah, à mon avis, il faut s'attendre un peu à un copier-coller grosso modo. Ouais. Peut-être les Aston avec Dylan Pereira qui va essayer de nous refaire la même que le week-end dernier. Peut-être C'est pas, en c'est embuscade en pas, GTE en mais GTE en Pro-Am. en Les Aston. GTA, mais pourquoi? Pour ce week-end, tu veux dire? Ouais. Bah, de toute Ah façon, ouais, peut-être, ouais, ouais. après, je pense que même si Aston gagne et que Perrodo est dans Ouais, l'embuscade, ils ont un petit matelas d'avance quand même au ouais, niveau du c'est ça. championnat, donc normalement ça devrait le faire, mais bon, Ils peuvent gérer. la course reste la course. Parce que là, tu rajoutes 2 heures en plus, hein, on passe de 6 à 8. Donc, On passe de 6 à 8 et on passe avec un peu plus de nuit aussi. exact. Exact. Tu Donc, vois. pression des pneus, ça va être difficile à gérer pour certains. Ouais, c'est un autre, ouais, c'est une autre préparation. Ouais. Ouais. Bon, Laurent, on l'attaque, cette bop? Ouais, je sais pas ce qu'on peut, je sais pas ce que Alors, on tu commence peux. par laquelle? Est-ce qu'on parle de l'hypercar avec Glickenhaus qui se dit, bon, ben, j'en ai marre, Ouais, qu'est-ce j'en que ai tu marre veux? que Enfin, sur le même qui gagne, donc voilà. ouais, le problème, si tu veux, c'est que t'es face à un constructeur comme Toyota qui met beaucoup d'argent. Alors, je dis pas que Glickenhaus n'a pas mis beaucoup d'argent, parce que Glickenhaus a mis beaucoup d'argent. Maintenant, même si tu as des tops équipages, ce qui était le cas et ce qui est le cas chez Glickenhaus, tu te bats face à un constructeur d'envergure comme Toyota. Donc, moi, de mon point de vue, si tu as une BOP, ça veut dire que normalement, même si tu mets 10 fois moins, c'est que tu devrais avoir des chances de gagner. Et le problème, c'est que si tu fais ça, le mec qui met 10 fois plus, il va dire, ouais, mais attends, t'es gentil, mais moi j'ai mis 10 fois plus, donc je veux quand même être devant. C'est le problème de la balance de performance, et enfin, ça c'est mon avis, mais c'est le problème de la balance de performance d'une catégorie, on va dire, reine. Que tu aies une BOP en GT3, où tu as quand même beaucoup d'équipes clientes, ok. Maintenant, quand tu t'attaques à une catégorie hypercar où c'est des investissements de constructeurs, c'est un peu dommage. Et globalement, l'ACO se prononcerait plus pour Toyota ou Glickenhaus? En termes de retombées, ce serait plus Toyota, La CO, constructeur. enfin, je sais pas, mais la CO, moi, à mon avis, elle veut une chose, c'est qu'il y ait de la baston. Parce que plus il y aura de baston, plus il y aura d'intérêt, plus il y aura d'intérêt, plus il y a des gens qui vont venir, plus il y a des gens qui vont venir, plus il y a des gens qui vont regarder. Exact. Maintenant, le problème, c'est que si Alpine, par exemple, avait gagné 2 courses cette année, ce qui était le cas, ce qui est déjà avec Rébellion, je veux dire, à mon avis, quand Toyota va appeler le Japon et qu'ils vont dire, ouais, on s'est fait battre, comme l'année dernière, on s'est fait battre par Rébellion, au Japon, ils vont dire qui? Ils font des montres, ils font pas des voitures. Bah, si, ils font des voitures, ils nous ont battus. Et parce que tu avais un équilibre de performance entre une voiture hybride et une voiture non hybride. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, il va falloir équilibrer des 2 roues motrices, des 4 roues motrices, des voitures avec un système hybride, des voitures avec sans système hybride, avec
la politique des constructeurs en plus qu'il va falloir tenir compte. Eh oui. Et ben là, bon courage. Parce que Toyota, ça reste quand même un gros constructeur, mais quand Porsche, Ferrari vont arriver, bah, c'est plus du tout là dans la même catégorie. Là, hein. On joue avec des constructeurs prestigieux. Exactement. Et puis là, voilà. tu auras en plus des LMDH qui vont coûter moins cher que des hypercars. Et tu vas avoir en plus en LMDH des équipes privées, ce qui ne sera pas le cas en hypercar, du moins au début. Donc, si tu veux, là, va falloir je pense que va falloir prendre quelques comprimés pour assumer les discussions des constructeurs qui vont arriver et qui vont dire pourquoi je gagne pas, c'est pas normal, c'est un scandale, blablabla, blablabla. Après aussi, il y en a beaucoup qui nous disent oui, mais regardez le modèle de l'IMSA. Ah, l'IMSA, c'est aussi c'est différent parce qu'ils ont tous les mêmes châssis. Donc on revient, enfin les mêmes châssis. Attention, c'est de la base LMP2. Après, ils ont à peu près tous la même motorisation. Donc c'est plus facile d'adapter une BOP IMSA qu'une BOP ACO au final. Tu auras plus de difficultés forcément avec la CO parce que tu as plus de différences. Parce que, comme je te dis, tu as des 2 roues motrices, tu as des 4 roues motrices, des hybrides, des non-hybrides. Tu vois. Donc, et ça, c'est ça qui va être compliqué. Donc, l'endurance a ça de différent avec les autres sports où les autres sports, on n'équilibre pas. Je veux dire, là, tu as l'Open de Bercy en tennis aujourd'hui, cette semaine. Je veux dire, on va pas mettre une raquette plus grande à un mec qui est moins bien classé que Djokovic. Exact. Tiens, Laurent, vu qu'on est sur la BOP, on a une petite question de nos auditeurs. De Dom Golaz. Est-ce que la future BOP ne va pas trop prendre le dessus dans les discussions quand il y aura d'autres LMH et LMDH? C'est un peu ce qu'on a abordé là. Ce sera, à mon avis, au cœur des discussions de toute façon. Donc, soit tu as un service technique qui tape du poing sur la table et qui dit c'est comme ça. Et si tu commences à te laisser emboucaner par les constructeurs qui sont très malins pour faire de la politique, parce que bon, faut pas se leurrer, les constructeurs savent traiter la BOP. Ils ont une armée d'ingénieurs derrière, ils savent comment ça fonctionne. Tu vois, donc je dis pas qu'ils la contournent, attention. Je dis juste qu'ils savent optimiser le truc pour voir ce qu'il faut. C'est pour ça qu'aussi même en GT3 où sur des courses, tu arrives aux essais libres, tu regardes les chronos, tu dis ok, puis tu arrives en qualif et c'est totalement l'inverse. Tiens, ça fait un peu comme le GTE Pro, non, avec Ferrari? Où tu caches un peu, et puis ou ce qu'on a vu dans le passé avec Ford aussi, notamment au Mans, où tu es derrière, et puis au final, tu te rends compte que plus la course avance et plus la voiture, elle va vite. Et puis et voilà, quoi. Donc après, le législateur a toujours un arsenal, on va dire, réglementaire pour pouvoir pénaliser les contrevenants. Ce qui a été fait notamment, si tout le monde je pense que tout le monde s'en souvient, aux 24 heures de Spa avec Mercedes en 2016, où les Mercedes ont été pénalisés de 5 minutes au départ des 24 heures de Spa. Mais bon, Ford n'a pas été pénalisé quand l'écart de performance était trop important. Donc je pense que on n'a pas jugé qu'il fallait les pénaliser, mais c'est un peu le jeu, la BOP. C'est un peu un jeu de cache-cache, en fait. C'est un peu ça le problème. Et moi, je trouve qu'on enlève un peu une partie du sport avec ça parce qu'on aide un peu les moins bons alors qu'on s'adresse à des constructeurs. Alors que si ta caisse, elle n'est pas bonne, à toi de te débrouiller pour la rendre bonne. Maintenant, le problème, c'est que la voiture, elle est figée. On a une réglementation qui est figée. Tu ne peux pas la faire évoluer. Donc, il ne faut pas te tromper. Donc, déjà, il fallait choisir le bon constructeur de châssis, déjà. Parce que si tu n'as pas le bon constructeur de châssis, tu vois, même si ceux qui sont sur le marché, ce n'est pas des débutants, mais il faut aussi avoir une voiture qui va bien. Et tu ne peux pas te tromper parce que quand ta voiture, ta fiche d'homologation, elle est remplie, elle est remplie pour 5 ans, quoi. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. Là, pareil, le choix des châssis va être assez cornélien pour les LMDH. Parce que tout n'est pas distribué encore. Enfin, peut-être distribué, mais on n'est pas encore au courant. Mais on ne sait pas, Oreca va équiper quelle équipe. On connaît un peu Multimatic qui, eux, vont rester dans un jardin germanique. On sait que Oreca va équiper quand même Alpine et Acura.
et Acura, mais ils ont peut-être 2-3 autres derrière qui vont. Le problème, c'est qu'après, il faut pouvoir aussi assurer derrière, parce que tu t'adresses à plusieurs constructeurs, donc il faut faire des. Enfin, tu vois, faut travailler avec le constructeur, donc travailler avec plusieurs constructeurs de front. Je sais que pour Oreca, la première année, à ce jour, il n'est pas prévu d'en avoir plusieurs. Tu vois, Alpine et Acura, c'est amplement suffisant. Alpine sera en 2024 déjà, donc il y a une année de plus. Mais ça demande quand même, c'est quand même quelque chose qui demande quand même beaucoup de travail. Exact. Exact. Et pour en revenir sur la BOP en GTE Pro, est-ce qu'on peut crier au scandale vis-à-vis de ce qui s'est passé auparavant, aux 24 heures du Mans, que on le sait que Porsche a été encore un peu lésé par rapport à Ferrari, et l'année d'avant, pareil, Porsche ont été lésés par rapport à Aston Martin. Est-ce qu'on peut se permettre de dire ça ou pas? Écoute, moi je suis pas contrôleur technique, hein. Moi je suis regardé une feuille de temps et c'est tout. Donc après, je te dis, quand Porsche est lésé, personne ne dit rien. Tout le monde trouve ça normal quasiment. Et quand Ferrari arrive pas à gagner, ouais, c'est de la faute de la BOP. Après, peut-être que la mentalité italienne est différente de la mentalité allemande. Ça, c'est possible aussi, je sais pas. Mais Est-ce que c'est les gènes de la F1 qui ressortent? Non, je blague. non, mais c'est toujours. Je te dis, la BOP. Il faut remercier Maserati d'ailleurs pour cette histoire de BOP. Mais ça devient un peu, ça, je te dis, ça devient un peu trop politique. Les BOP qui changent en cours de meeting. Enfin, voilà, ça devient ça devient un peu compliqué à suivre. Donc, nous, on est dedans tout le temps, mais quand il faut expliquer ça à un kidam lambda ou même à un partenaire, tu expliques ça à un partenaire, tu as des partenaires qui mettent beaucoup d'argent, qui viennent, qui voient l'équipe qu'ils ont financée qui n'est pas devant, et le partenaire, il dit, mais pourquoi vous n'êtes pas devant? Vous avez de bonne équipage, vous avez vu ce que je paye? Et le patron d'équipe, il dit quoi? Il dit, ouais, mais on n'a pas une bonne BOP. Tu dis, une bonne BOP? Bah oui, parce qu'on équilibre les voitures en fonction des performances, parce que pour que tout le monde arrive à gagner. Bah, pourquoi vous n'arrivez pas à gagner? Bah oui, mais parce qu'on n'a pas une bonne BOP. Bah oui, mais pourquoi vous n'avez pas une bonne BOP? Enfin, tu vois, Oui, ça enlève une partie du truc. Alors après, tu peux faire comme fait le Super GT, c'est-à-dire qu'en GT 500, tu mets du poids aussi, en fonction des résultats. Parce que c'est une balance de performance, mais ça s'apparente aussi à une balance de résultats. Plus tu gagnes des courses, plus tu vas être pénalisé. Enfin, faut appeler un chat un chat. à l'époque en WTCC, tu as vu, quand c'était Muller qui était tout le temps devant, il lui mettait du poids. Exactement. Hmm. Bah Exact. après, tu mets du poids. Bon, après, si tu arrives, comme je me souviens du temps de la Maserati MC12, des fois où tu arrives à 100 kilos, bon, 100 kilos, je pense pas que la voiture de course, elle soit faite pour embarquer 100 kilos systématiquement à l'intérieur. Mais écoute, on n'a pas le choix. La BOP fait partie du sport auto moderne et il faut faire avec. Alors évidemment, si tu n'as pas de BOP, ben, c'est la course à l'armement. Donc ça permet aussi de contrôler un peu le développement parce que tu peux pas faire de développement comme tu veux. D'un autre côté, pour le sport, bah, c'est un peu. Moins beau. C'est moins beau, c'est moins propre, on va dire. Ben, c'est moins propre dans le sens où tu sais, moi à force, le problème c'est que je sais plus quelle est la meilleure voiture, quelle est la meilleure équipe, quel est le meilleur pilote. Parce que il faut prendre une part de la BOP dedans. Donc, qu'est-ce que tu fais? Alors oui, si tu as aussi bien en GT qu'en proto, tu sais, tu as quand même quelques certitudes. Mais après, quelle part prend la BOP dans le résultat final? Alors une fois, tu vas pas être bien, le week-end d'après, tu vas être bien, tu changes la BOP après des essais. C'est un peu un jeu de poker menteur aussi, hein, au début du meeting, hein. Tu te traînes le vendredi et le samedi, et puis le dimanche pour la course, ah ben ça y est, hop, tu remontes. Ouais, ouais, après, oui, non, mais c'est sûr. Et t'as et le problème, alors ça, c'est principalement en GT3, mais le problème, c'est que les courses, enfin, c'est tellement serré avec autant de voitures dans la même seconde. C'est tellement serré que les équipes, en plus, doivent optimiser au maximum les réglages. Mais le problème, c'est que tu dépends quand même d'un constructeur un peu et que faut essayer d'en montrer le moins possible pour pas être pénalisé. Exact. Exact. On a fait le tour de la BOP, Laurent, ou tu vois autre chose à rajouter? Oh non, ça va. Ça va? Fais un petit peu d'actu Ouais. break. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on commence? Des départs, Nakajima?
Départ, ouais. Départ de Nakajima, ouais, dernière course. Départ d'Anthony Davidson, dernière course professionnelle. Donc, ouais. C'est un peu la course des départs à Bahreïn, ouais. Et alors, qui pour remplacer Nakajima? On peut spéculer, on peut sortir des noms. Il y a peut-être Charles Milesi quand même, qui va être drafté en rookie. Après, reste à savoir si Toyota va vouloir remplacer Nakajima par un autre pilote japonais. Il y a aussi cette possibilité-là, tout à fait. On sait que depuis le début, il y a un pilote japonais dans chaque voiture. On aurait pu penser que ça aurait pu être Ryo Hirakawa, qui a fait des tests avec la voiture. Je crois qu'il a roulé 2 fois cette année dans la voiture, qui roule en Super GT. Peut-être, je suis pas persuadé, mais peut-être. Après, tu peux avoir, pourquoi pas, Nick De Vries, qui peut vraiment faire l'affaire. Et après, le reste, ouais, je pense que... Un champion du monde des rallyes, peut-être? Non, je pense pas. Non. Pas pour 2022. Je pense, enfin, après, je peux me tromper, mais ça me paraît prématuré pour 2022. Et Nakajima en retraite sportive ou on va le voir rebondir ailleurs? Bah, je pense qu'il est déjà, à mon avis, bien occupé avec la Super Formula, peut-être, et le Super GT, déjà. Donc, c'est déjà 2 gros programmes au Japon. Donc, bon, après, je pense qu'il va garder forcément un rôle au sein de l'organigramme un petit peu Toyota. Mhm. Mais ouais, c'est une page qui se tourne. Ouais. Ouais. Bon, moi, Davidson avec Jota, on ne sait pas, là, on va pas jouer non plus à la roulette russe. Si Laurent, tiens, tu nous as gratifié d'un très bel article. Porsche serait susceptible de rouler rapidement. Ouais. Donc, du coup, ça veut dire que le châssis est déjà prêt et la base du moteur est déjà prête à tourner alors. Ouais, bah écoute, ça devrait se faire d'ici la fin de l'année, normalement. C'est ce qui était prévu. Et je pense que chez Porsche, on est déjà dans les starting blocks. Et je pense qu'on aura un premier rollout. Donc, on va pas aller chercher de la perfo dès le premier roulage, mais je pense qu'on va déjà faire rouler la voiture. Et après, il va rester quand même. Il va rester 1 an avant de la faire débuter, puisqu'elle est censée débuter aux 24 heures de Daytona au mois de janvier, fin janvier 2023. Donc voilà, donc ça commence à se préciser. Maintenant, la question aussi là qu'il va falloir se poser, c'est qui va rouler. Ouais. Laurent, justement, tiens, on parle des nouvelles LMDH. Est-ce qu'elles auront un nombre de jours contingentés pour le développement? Bah, une fois que ta fiche d'homologation elle est remplie, que la voiture elle est homologuée, après la voiture est figée. Après, les équipes et les constructeurs ont un quota de jours d'essai. Tu Mhm. as plus de jours d'essai la première année parce que tu es toujours en cours de développement et tu dois annoncer les essais où tu vas rouler. Si c'est des essais qui sont ouverts à d'autres équipes en même temps sur les circuits, ou si c'est des essais ultra privés où tu réserves par exemple un circuit en exclusivité, comme ça peut être par exemple le Paul Ricard ou Motorland Aragon, qui sont des circuits qui sont prisés par les constructeurs. Donc tu auras forcément un quota, parce que si tu n'as pas de quota, sinon c'est la course ouverte à tout et les prix vont encore flamber un peu plus. Exact. Donc il faut, si tu veux, arriver à rentrer dans un cadre. Et une fois que tu es dans le cadre, ben, tu fais des essais en fonction tant que tu rentres dans le cadre. Yeah. Qu'est-ce qu'on a d'autre en actu? Si on a parlé des retraités, on a parlé de Porsche, c'est ce qu'on avait vu on avait fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour, si? Bah, tu as aussi ce week-end le retour de Nelson Panciatici en P2 Oui. aussi, chez RC Bratislava. Voilà. Voilà, ce qui est plutôt pas mal pour la finale. Tu as aussi Porsche, Sur aussi, le Ricard. on l'a pas dit tout à l'heure aussi, mais Porsche en GTE Pro qui va faire rouler 3 pilotes, contrairement à Ferrari qui reste à 2 sur une course de 8 heures. Ouais. Donc ça aussi, c'est une petite différence. Avec Fred Et Mako et puis, Christensen. ouais, ex- exactement. Et voilà. Donc après, Tu l'as eu, Fred? Parce qu'on sait que vous êtes assez proches. ouais, ouais, Ça y est, il est dedans. ouais, il est dedans. Bon, Il est bah, dedans, il est impeccable. dedans. Il n'y Parce a que plus qu'à maintenant. demain, c'est les premiers essais pour eux. Donc, du coup, Ouais, ça va exactement. Ouais. Ah, et puis lui, il n'a pas roulé en plus dans la RSR depuis un petit bout de temps en course, hein, depuis Le Mans. Donc, enfin, c'est la même chose pour Michael d'ailleurs. Donc voilà, et la nouveauté aussi quand même, c'est que Porsche, on aura une deuxième Porsche à Petit Le Mans. exact, en IMSA. Tout à fait. Avec Mathieu Jaminet dedans, j'ai cru entendre. Ouais, mais Mathieu sera sur la voiture la première. Sur la WeatherTech? Bah, Sur la- les deux sont WeatherTech, mais la deuxième n'a pas encore de pilote. Mais bon, je
pense qu'il y aura au moins un Français dans la voiture. Que tu connais très bien, qu'on aime bien. Bon, il y aura un Français dans la voiture. Il y aura un Au Français. moins, D'accord. au moins, je pense. Au moins. Un grand blondinet ou un petit chauve? On verra bien. On verra bien. Bon, Laurent, dernier sujet. Un petit sujet sympathique qu'il faut qu'on explique un peu parce qu'il faut connaître. La dernière manche de LMS et de Michelin Cup, il y a eu un petit imbroglio entre Ligier et Duquesne. Est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements sur cette affaire? Bah, les deux ont pris une amende en ELMS et en Le Mans Cup pour. On avait compris, parce qu'évidemment, il faut avoir aussi l'avis des deux camps pour des problèmes, on va dire, administratifs, ce qui était le cas chez Ligier, parce que sur la fiche d'homologation de la JSP 320, qui est la voiture qui roule après la JSP 3, donc depuis quelques années maintenant, le poids des silencieux des échappements n'était pas bon sur la fiche d'homologation. Bon. À la défaveur de Ligier en plus. Donc, c'est pas forcément, on ne peut pas assimiler ça à une triche parce que c'est plutôt à leur défaveur par rapport au poids qui était annoncé. Parce que le silencieux fait pas 800 grammes comme c'était marqué, mais 3 kilos. Exact. Bon. Donc, déjà, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on attend autant de temps pour s'en rendre compte. Bon, bref. Ça, c'est une question. Donc, suite à ça, Ligier a écopé de 5 000 euros d'amende en ELMS et en Le Mans Cup. Et dans la foulée, c'est Duquesne qui a écopé de la même amende, alors pour une raison un peu différente, puisque là, il y aurait eu des problèmes, des pièces qui auraient été proposées aux équipes. Si on a compris un peu entre les lignes et en questionnant un peu les équipes à droite à gauche, il y a des nouvelles pièces qui auraient été proposées aux équipes avec des réglages un peu différents, ce qui n'est pas forcément permis. Donc au niveau des réglages, je crois que c'est au niveau il y a le splitter avant, le splitter arrière, et puis il y a aussi au niveau du différentiel aussi, pour le nombre de faces aussi, je crois qu'il n'est pas en accord avec la fiche et tout. Donc là, est-ce que ça joue sur la performance? Si tu regardes les temps qui ont été faits à Spa, les écarts entre 2020 et 2021, force est de constater que oui quand même. Donc voilà, donc l'amende a été la même amende en fait. Alors c'est ça qui est un peu bizarre. Est-ce qu'il y a un barème ou pas? Je sais pas. Mais donc il a été décidé que l'amende serait la même. Voilà, donc c'est un peu étrange. Ce qui est un peu étrange, c'est que tout ça, ça arrive en fin de saison 2021. Donc, c'est-à-dire que les équipes n'ont pas lu le règlement en Ah non, blaguant. non, c'est pas une histoire d'équipe parce que l'histoire des silencieux, je veux dire, c'est un problème. Là, c'est un pur problème administratif à 100%. Ce qui était marqué dessus ne correspondait pas avec la fiche. Mais je te dis, on passe de 800 grammes à 3 kilos, mais pas dans le sens opposé, tu vois. Bien sûr, là, c'est plus pénalisant. Donc voilà, donc après, du côté opposé, ça me semble être plus qu'un problème administratif s'il y a des pièces qui ont été proposées qui ne sont plus forcément avec les mêmes réglages que ce qui était proposé avec la fiche d'homologation et tout. Mais il a été décidé la même amende. Donc après, bon, voilà. Je suis pas ni constructeur ni législateur, mais je me pose quand même des questions de savoir pourquoi fin 2021. Laurent, est-ce que tu as le temps de prendre deux, trois petites questions? Bon, si je peux répondre, ouais. Ouais. Alors, Maxime Zarc, Peugeot, premier shakedown fin novembre, soufflerie Sauber en mars pour finir l'homologation. Vrai ou faux? On est pas mal. On est pas mal. Ok. Ensuite, donc Peugeot, donc peut-être pas de Sebring pour Peugeot, mais théoriquement, Le Mans est faisable en timing. Alors, je pense que de toute façon, il n'y aura pas de Sebring pour Peugeot. Bon, même si je ne suis pas à la tête de Peugeot Sport, mais je pense que de toute façon, là, le timing est trop short. Après, pour Le Mans, wait and see. Je te dis, j'avais entendu que j'ai cru comprendre que ça aurait été plutôt non, parce qu'il fallait un peu quand même prendre le temps, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la voiture, elle est figée quand même pour 5 ans, donc tu ne peux pas faire n'importe quoi, il ne faut pas la faire débuter trop tôt en compétition, et puis aller rouler sur une première course aussi difficile que les 12 heures de Sebring. C'est bien ce que va faire BM, par exemple. Alors, je passe du coq à l'âne, mais c'est ce que va faire BM avec la M4 GT3 pour les 24 heures de Sebring, ce qui est un très bon banc d'essai avant l'homologation finale de la voiture. Là, pour Peugeot, si tu vas rouler à Sebring, c'est que ta voiture elle est homologuée pleinement. Exact. Donc,
Est-ce que tu commences à Sebring? Franchement, à mon avis, la réponse, elle est non. Est-ce que tu commences au Mans, comme ça a été fait dans le passé avec la 905, par exemple, la première année, pour s'en servir comme banc d'essai? Pourquoi pas? Maintenant, servir comme banc d'essai, on sait très bien, mais on sait tous que le marketing a un côté important et que si tu viens pour un banc d'essai puis qu'au bout de 2 heures, les 2 rideaux sont fermés, niveau image, tu en prends quand même un coup. Donc, est-ce que ça va être après Le Mans que Peugeot va arriver en course et que pour préparer 2023, bon, après, et puis il reste à savoir aussi quel va être est-ce que le look final de la voiture va ressembler exactement au visuel à la maquette qui a été présentée cette année? Aileron ou pas aileron. Aileron, pas aileron. Exactement, tout à fait. Ensuite, on va rester sur de l'hypercar. Aurais-tu des news de Bicoles et du projet de Gély en LMH? Bicoles, c'est un peu la grande nébuleuse. Ouais, c'est un peu la même chose que Glickenhaus. J'ai un peu de mal à comprendre ces gens-là qui viennent en hypercar avec 10 fois moins de budget que les autres. Je veux bien croire que tu as une BOP, mais à un moment, qu'est-ce que tu t'emmerdes à aller en hypercar? À la limite, tu achètes une LMP2 puis tu fais du P2. Exact. Donc tu fais une hypercar, d'une, t'en vendras pas. Je vois pas qui va en acheter une. Déjà parce que le gars qui va acheter une hypercar ou une LMDH, il va préférer acheter une Porsche, une Audi, par exemple. Donc, Bicoles, à part le côté sympathie que s'était attiré l'équipe, c'était un peu toujours le petit contre le gros, ça c'est très bien, mais maintenant, quand tu vois ce que ça a fait en LMP1 et que là, l'hypercar, tu auras encore plus de constructeurs et des constructeurs de premier plan. Je veux dire, si Bicoles a une BOP qu'ils arrivent à taper sur une course tous les grands constructeurs, je pense que là, ça va vraiment grincer des dents. Après, on a des questions sur les line-up. Alors, est-ce que Kevin Estre aurait ses chances de passer en hypercar ou il est trop fort en GT et Porsche le conserverait en GT? Alors ça, c'est la bonne question. Dans ce cas, on peut calquer ça sur les line-up Ferrari. Ouais. Écoute, moi, je pense que Kevin passera en LMDH, mais ça, c'est plus mon avis perso. Ouais. Du coup aussi, parce que Porsche vont finir le GTE va s'éteindre en même temps que l'arrivée à la MDH. Ouais. Donc du coup, Porsche va se retrouver aussi double programme. Programme LMDH et programme GT3. Programme GT3, c'est pas avant 2024. Oui. Et reste à savoir si ça va être du GT3 Pro ou du GT3 Pro-Am. Pour l'instant, je crois que les deux options sont sur la table. Si c'est du Pro-Am, il faudra forcément un AM dans la voiture. Donc, tu n'auras pas trois pilotes pro dans la voiture. Maintenant, je pense que Porsche a suffisamment de pilotes. Hein. Tu vois, il vient de prendre Yves Fayet qui roulait chez WRT. Donc, je pense que des pilotes chez Porsche, il y a ce qu'il faut pour faire du LMDH et de faire du GT3. Maintenant, il est vrai aussi qu'il va y avoir un certain renouvellement, on va dire. Et il reste à savoir quelle va être la politique de Porsche. Hein. Quand tu vois ce qu'est capable de faire encore un Romain Dumas à plus de 40 ans dans un proto. C'est ça, tu m'as devancé. Ouais. J'allais dire, est-ce que Porsche n'aurait pas un avantage à garder Romain parce qu'il a une maîtrise du proto entre, il était chez Porsche, la Rébellion et dernièrement la Glickenhaus. Ça peut être un bon faire-valoir pour Porsche là. Même un an ou même en tant que réserviste. Pour moi, ce serait un bon capitaine avec l'expérience du proto. Romain a toujours été. Ces dernières années, disons que Romain est quand même très fort en proto, peut-être un peu moins en GT parce qu'il change d'équipe chaque année, parce qu'il roule un peu partout. C'est un peu le stakhanoviste, un peu du GT, un peu Romain. Et je pense que Romain en proto, moi, pour l'histoire, je le mettrais chez Penske. Que la Spider, la RS. Ouais, ouais. Moi, je le mettrais chez Penske. Mais bon. Je pense que chez Porsche, on ne me demandera pas mon avis. Donc, nous, on te le demande, on en profite. Mais bon. Ouais, mais ouais, moi, je le mettrais. Mais bon. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Hein. Laurent, on a ouvert la page Porsche. Là, on en a. Gauthier Corbizier. Quel avenir pour Ventorm en endurance?
Je pense qu'il pense pas de Reyes, son frère Lorenz. Est-ce que tu as Ah, des news? Vantor. Je crois que tu parlais, Vantor. j'avais compris Van Dorn. Non, non, Vantor. Non, C'est un Belge aussi, ben, mais. Driss est plus côté Audi et Lorenz est plus côté Porsche. Maintenant, tu peux mettre tous les pilotes Porsche, tu peux les mettre sur la liste, hein. Lorenz a une petite expérience en P2, mais ça fait partie aussi des pilotes. De toute façon, à mon avis, je pense que tu as beaucoup de pilotes qui sont chez Porsche qui veulent rouler Ouais. en LMDH, hein. Du coup, Porsche, combien de voitures en LMDH officiellement? Ben, au moins deux pour Penske, déjà, Ouais. en 2023. Je pense qu'ils en livreront à d'autres équipes. Je ne serais pas étonné de voir une équipe comme Proton acheter une LMDH. Maintenant, je te dis, le problème, c'est que pour l'instant, la LMDH, c'est. Tu penses que Cooper McNeil, il va Non, monter Proton avec Reed, hein. avec oui, Christian Rick, pardon. Après, Cooper McNeil, bon, le problème de Cooper, c'est il est très grand. Donc, dans le proto, c'est un peu compliqué. Mais bon, après, peut-être que WeatherTech peut acheter une LMDH, hein. Je crois savoir que les demandes de renseignements pour un proto LMDH Porsche dépassent tout entendement et sont totalement délirants en termes de demande. Après, il faut signer l'échec encore, hein. Parce que pour l'instant, on n'a pas de prix, on n'a pas de prix officiel, on va dire, pour cette voiture. C'est toujours pareil, c'est bien, tout le monde va aller en LMDH, je te dis ce que je disais tout à l'heure, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas combien ça coûte encore. Comme tu dirais, qui paye? Exactement, Eh oui. exactement. Donc Porsche, on partirait sur deux officiels avec Penske et peut-être des privés. Ah, les Ouais, privés. Tant plus. des privés qui auraient quand même un soutien identique, en fait. On pourrait voir des pilotes amateurs dedans? Non. En LMDH, non. Non, on peut pas. Elle a pas été Enfin, prise. on Sauf peut pas. si les Normalement, catégories. non, mais normalement, on devait déjà pas avoir de pilote bronze en P1 et Henrik Edman a roulé en bronze en P1. Donc, si tu veux, le problème, c'est que tu fais des règles et on arrive toujours à les contourner. Ça, c'est aussi un autre problème. Mais s'il y a des règles, il y a des règles. Je veux dire, si t'es pas dans les 107% des chronos, tu devrais même pas être repêché. Il y Ouais. a un moment, tu fais des règles et on contourne les règles. C'est comme si au foot, on dit, ah non, mais là, laisse tomber, c'est plus 90 minutes, on va faire 95. Et on prend la VAR au milieu. Ouais, non, mais donc normalement, c'est réservé aux pros. Après, qu'est-ce qui va être décidé en LMDH? Peut-être que ce sera différent même de l'hypercar. Même si pour l'instant, il faut bien que les gens comprennent que l'hypercar, c'est la catégorie et que dans la catégorie hypercar, on a des LMH et des LMDH. Tu vois, il y a encore des gens je comprends que c'est pas forcément facile à comprendre. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'LMDH, tout le monde pense que c'est hypercar le H. On est bien d'accord que c'est hybride. C'est Le Mans Daytona hybride. Ouais, alors ça dépend si tu es côté américain ou côté européen. Parce que les Américains n'ont pas forcément La la même même façon. signification. Ouais, non, non. Alan Gérard nous pose une question, Laurent. Est-ce que tu as des indices sur les futurs pilotes Porsche? Bah là, on est en plein dedans. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, les indices, oui, j'en ai, mais tout le monde a les mêmes que moi au final. Bon, Peugeot, on connaît les line-up. Ils sont déjà bouclés. Ouais. Voilà. Après, bon, on a vu un peu Porsche. Ferrari, je pense qu'il est largement trop tôt. Tu Mhm. crois qu'on verra un pilote GT? Des GTE Pro quand même monté? Ou un Nelson ou un. Je pense, ouais, je pense. Je pense à un Fuoco aussi ferait l'affaire. Ouais, parce que oui, c'est celui qui est chez Settilar actuellement en GTE et en Essero en GT3 en World Challenge. Je crois qu'il est chez Iron Chez Lynx. Iron Lex. Ouais. Ouais, tout à Donc fait. un Fuoco pourrait faire l'affaire. Après, tu en as d'autres, hein. Tu as Com aussi qui a fait un peu de proto, même s'il a. Enfin, s'il a fait ouais, il a fait suffisamment de proto d'ailleurs. Qui pourrait aussi faire l'affaire. Un Pierre Guidi, je pense qu'il ne demande que ça. Si tu mets Nielsen et Rovera en P2 l'année prochaine chez F Corset, il y a bien une raison. Et puis, il va falloir surveiller aussi ce qu'on va mettre chez Prema Power Team aussi en P2 l'année prochaine au niveau des pilotes. Quel line-up on va mettre? Est-ce que Euh, Prema, c'est un peu Ferrari? Un petit ouais, et peu? puis bon, après, la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que Iron Lynx va rester sur le long terme avec Ferrari? Bon, ça, c'est un autre débat. Mais Ah, t'as des pistes, Lamborghini? ouais, on verra, on verra un peu plus tard, mais ça fait partie. Après, peut-être que ça peut vite évoluer à ce niveau-là aussi. Parce que Ah, je il y a pense que Max.
Iron Lynx veut aller en hypercar et je suis pas persuadé que Ferrari vende des voitures à des privés au début. Après, peut-être que Giovinazzi sera libéré de la F1 pour ce retour dans la Sarthe. Ouais, Bref. mais ça fait partie. Ouais, mais non, mais ça fait partie. Why not, hein? Ouais, ouais. On peut avoir des surprises. On peut avoir, comme on a lu dans la presse il n'y a pas longtemps, Romain Grosjean nous gratifie de son amour pour les 24 heures du Mans. Écoute, moi, il y a quelque temps, j'avais longuement échangé avec lui à ce sujet-là. Et ça faisait vraiment partie ça fait vraiment partie des envies de Romain de revenir aux 24 heures du Mans, hein. Mm. Ça, c'est clair. Bon, lui, l'avantage, il les a déjà fait une fois. Exact. Euh, Avec une Ford. ouais, en 2010. Et ça a cassé, je crois. Ouais, et ça a cassé. Et ça a toujours été un passionné du Mans et ça fait partie des pilotes, évidemment, qui veulent revenir aux 24 heures du Mans, Romain. Mais bon, il faut le programme, faut que tout aille dans le bon sens. Moi, j'aurais été Peugeot, je l'aurais pris, mais bon, après, peut-être qu'après, vu que maintenant Romain a fait de l'IndyCar, c'est un peu compliqué, je pense, de mener deux programmes complets de front. Avec Magnussen, ça ferait des étincelles aussi, hein. Si on fait le même line-up que chez As. Ouais, mais là, on est quand même dans une discipline d'équipe. Là, ton équipier, c'est pas ton plus grand ennemi, quoi, tu vois. Donc là, il Exactement. faut que faut que tu fasses des concessions et que tu arrives t'es pas tout seul, tu vois. Bon, là, on a spéculé sur les Européens. On peut pas spéculer sur l'oncle Sam. On ne sait pas les line-up à Koura. On va pas connaître les line-up. Je pense que chez Penske, il va falloir surveiller Dan Cameron, qu'il va falloir surveiller Felipe Nasser, enfin tous ces gens-là. Et après, bon, tu as forcément aussi les pilotes. Tu vois, D'ailleurs, j'ai échangé encore aujourd'hui avec Tristan Vautier aussi, pareil, qui aimerait bien forcément faire quelque chose. Un Seb Bourdet, c'est la même chose. Un Loïc Duval a toujours sa place, même si lui va chez Peugeot. Tu vois, tous ces gens-là aussi aux Olivier Plat États-Unis sont aussi. roulés, hein. Et Olivier, ouais. Ouais, Olivier. Après, c'est de faire un peu viré comme un malpropre du programme Acura. Euh, C'est dommage J'espère parce que. que là, ils lui ont fait un peu à l'envers. Il avait un pied dedans, là. Ah, ils lui ont fait à l'envers. Si tu veux. Le problème, c'est que les gens ont quand même un peu oublié la stratégie un peu merdique quand même de Shank depuis le début de l'année quand même, tu vois. Donc remplacer Olivier, bon, après je suis peut-être pas objectif, hein, mais j'espère qu'il va arriver à rebondir parce que ça fait toujours partie des top drivers dans un proto, tu vois. Exact. Et j'espère qu'il va arriver à faire quelque chose quand même avec Acura, même si c'est pas avec Shank en hypercar. Mm. Bon, il a encore sa place chez Glickenhaus. Bah, si la voiture elle roule, Exact. si la voiture il va rouler sur son circuit là, à Monticello là, à côté de New York, pas très bandant le truc, hein. Bah, je sais pas comment il va faire pour. Il a déjà fait venir toute sa logistique. Bah, il a fait Tous venir ceux la d'Aoste. voiture, la voiture, la 709, elle appartient donc à un mec qui est le revendeur d'ailleurs, Glickenhaus à New York. Donc après, c'est pas parce qu'elle appartient à un collectionneur que la voiture elle va pas rouler, hein. Mais maintenant, la voiture, elle a fait le Mans, elle a fait un bon résultat au Mans et voilà. Après, je te dis, l'avantage, là où il n'y a pas péril dans la demeure, c'est que les deux premières manches du WEC ont lieu aux États-Unis Ouais. l'année prochaine. Bon, donc on va pas crier au loup et j'espère qu'on verra Glickenhaus enfin ça, je l'ai déjà dit, je le redis, le personnage est attachant et communicant et par les temps qui courent, les gens qui communiquent de cette façon sont plutôt les bienvenus. Exactement. Tiens, on a un MPMP qui nous pose une question. Est-ce que Panis et Duquesne seraient en WEC? Bah, c'est le but, Voilà, la réponse. mais qui paye? Qui paye? Voilà, exactement. Non, Bon, mais bah, je pense c'est que le but, hein, mais, c'est le but. ouais, je pense qu'on a fait le tour, hein. J'ai regardé, on a pas mal eu de questions. Donc, bah, Laurent, je te laisse conclure, comme le veut la tradition, hein. Bah, merci d'avoir accepté ce live, qui était très sympathique, hein. Merci à vous, hein. J'espère qu'on n'a pas été trop langue de vipère sur certains sujets, mais au moins, il faut le dire, quoi. Voilà. Bah, Laurent, je te laisse conclure. Je crois que tu avais aussi un petit aparté pour. C'est la fin d'un championnat qui te tient à cœur? Ouais, ça fait 10 ans ce week-end on est à la fin du championnat du monde GT1. Il y a 10 ans, j'étais en Argentine, à San Luis, et
J'avoue que ça restera le plus beau, certainement le plus beau déplacement de toute ma carrière journalistique. Ok. C'est fini. Ouais, voilà. Donc, Quoi ça fait 10 ans qu'on avait ces magnifiques GT1 qui étaient tout ce qui était Aston Martin DBR9, Murcielago, Ford GT, Maserati MC12, Nissan GTR et les Corvette C6. Et c'était pour moi un championnat magnifique, avec des vrais bastons, des vraies belles voitures, des pilotes de talent. Enfin, moi, personnellement, je suis pas nostalgique, mais sur ce coup-là, un poil quand même. Un petit pincement au cœur. Bah ouais, parce que en plus, c'est un championnat qui m'a fait voyager aux quatre coins du monde. La première en 2010 c'était à Abu Dhabi, la dernière était à Saint-Louis en Argentine. Et on a un peu traversé le monde avec ce championnat et c'était un vrai régal de suivre ces courses avec ces magnifiques voitures qui faisaient du bruit et qui étaient vraiment, enfin, des BR9, ça a pas pris une ride. Et c'est dommage que ce championnat soit plus en place maintenant, mais bon, faut vivre avec son temps. Donc maintenant, écoute, on fait ce qu'on peut. Tu vas dire on est passé du côté des vieux cons? Non, il faut juste Non. vivre avec son temps. Si tu veux, enfin, moi, je leur dis, je suis pas quelqu'un de sensibilisé, notamment par le simulateur, mais maintenant, on n'a pas le choix, tu vois. Donc, tu es obligé de passer par là, tu es obligé d'en parler, et il faut vivre avec son temps. Faut pas rester bloqué avec les GT1 d'il y a 10 ans. C'est un petit pincement au cœur que ça n'existe plus, mais écoute, maintenant, on a des belles courses proto, on a un bel avenir qui s'annonce en endurance, en LMH et LMDH, le GT3 qui va arriver au Mans, le GT3 se porte bien, le GT4 se porte aussi très bien. Donc voilà, donc C'est bon signe. ouais, non mais c'est bon signe. Donc l'endurance, tant qu'on parlera d'endurance, plus on parlera d'endurance, plus Endurance Info aura la cote. Et maintenant, c'est un peu ça le but, hein, donc plus on en aura, mieux ce sera. Tu as des petits sujets que tu vas faire en plus sur Endurance Info en ce moment? Des petits sujets. Pour les abonnés, où tu vas développer deux, trois petits Ouais, sujets? ouais, ouais, oui, 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 oui. Il y a des trucs qui sont, il y a des trucs qui sont en préparation et tout. Ouais, je pense qu'on on va pas manquer de travail, on va pas manquer de travail cet hiver. Il y a aussi un beau meeting historique à Dubaï là qui se précise fin novembre, début décembre là, avec GPX historique. Donc avec des protos qu'on fait le Mans, des groupes C et tout. Donc ça, je pense qu'on va forcément être sur le coup. Et puis ouais, on va. Je pense que ça va pas forcément manquer d'actualité. Il va y avoir un gros portrait d'Adrien Tambay aussi sur sa carrière et tout. Le fait d'être le fils de, enfin tout ça. On a passé 1 heure avec lui. Il va falloir décrypter et tout ça. Mais il y a ça. Il y aura aussi un truc sur un long reportage sur parce qu'on fait parler souvent les pilotes, mais on fait pas souvent parler les pères de pilotes. Et là, on est allé voir le père de Édouard Coopé, qui maintenant a un deuxième fils, maintenant qui fait de la compétition. Il y en avait un, maintenant il y en a deux. Et c'est assez intéressant aussi d'avoir la vie du papa d'Édouard, qui est quelqu'un de charmant en plus, et de donner un peu son avis sans que ce soit quelqu'un en plus de castrateur, on va dire, pour son fils sur les circuits. Et donc c'est assez intéressant d'avoir son avis pour savoir comment Édouard vivait, en fait, suivait les courses d'endurance quand il était gamin, qui suivait plus que la Formule 1. Et c'est assez marrant et assez intéressant. Tiens, Christophe Potreau nous dit un dossier sur les GT1, point d'interrogation. Eh ben, c'est à lui qu'on va poser la question. Bon, bah, Vu que Christophe, tu Christophe, répondras. exactement, vu que Christophe, il nous a déjà écrit pas mal de dossiers super intéressants, notamment sur la 333 SP il n'y a pas très longtemps, la Ferrari, qui a vraiment bien marché. Et des dossiers sur le GT1, c'est plutôt une bonne idée. Et j'avoue que ce serait plutôt bien, ouais. Mais il faut du temps. Le problème, c'est qu'on n'a pas de temps. Exact. Et prochain déplacement pour toi, Dubaï et après l'Asian. Non, je fais Dubaï début décembre, Dubaï début janvier pour les 24 heures et Abu Dhabi pour les 12 heures. Et après, après normalement, il y a Daytona. Et après, il y a l'Asian. Tu vas à Daytona? Ouais, Ah, ça va. j'espère. Ah ouais. Bon, ce coup-ci, avec les normes sanitaires, ça devrait être un peu plus
Un peu J'espère. plus. L'an dernier, cette année, je n'ai pas pu y aller. L'année 2020, 2020, j'étais à Bathurst. Donc, j'étais en Australie. Donc, je n'étais pas à Daytona. Mais sinon, Daytona, c'est le rendez-vous annuel depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, il n'y a pas de raison. Mais oui, Daytona. Ouais. Ok, très bien. Bah écoute Laurent, merci pour tout. Eh ben, merci à vous. Et puis ben, on te souhaite une bonne soirée. Et puis ben, pour nous, le live, on va vous le mettre en replay sur YouTube. Et on va aussi faire un podcast. On va en faire un podcast. Et puis ben, peut-être que vous le retrouverez sur le fil d'actualité d'Endurance Info, si Laurent, tu nous permets de le publier. Ouais, pas de problème, avec plaisir. Voilà. Et ben merci à tous, passez une bonne soirée. Laurent, au plaisir. Et Ouais. puis ben, le prochain, c'est l'Endurance Talk, le deuxième mercredi de chaque mois. Donc ça devrait être autour du 8 décembre, si je ne m'abuse. Je n'ai pas les dates, il me semble que ça doit être ça. Eh ben, on fera ça depuis Dubaï alors. Eh ben écoute, en live depuis Dubaï alors, si tu peux. On devrait s'arranger. Eh ben ça marche. Eh ben merci beaucoup, bonne soirée, merci Merci à Laurent. vous. À Au bientôt. revoir. Ciao. Ciao, ciao.